Je m'engage définitivement à ne pas faire de vidéo l'an prochain si je n'arrive pas à avoir au moins 50 films de l'année, et ce, quelle que soit la situation sanitaire des salles de cinéma. Eh ouais, on est là. Salut à tous les amis, c'est Mr Fox, et oui, j'ai réussi à voir 50 films de 2021. Nous voilà donc revenus dans ce canapé et dans ce t-shirt pour enfin faire un véritable top cinéma en bonne et due forme. Pour ceux qui veulent avoir des news de la chaîne, savoir où est-ce qu'on en est après un an d'autonomie, est-ce que ça va continuer, comment, quels sont les projets pour l'avenir, tout ça j'en reparle en fin de vidéo parce que je me dis que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Pour l'heure, concentrons-nous sur les films de 2021, mais avant, un petit disclaimer. Ça fait maintenant plusieurs mois que je reçois régulièrement des commentaires de spectateurs qui me demandent d'arrêter d'utiliser tout le temps le mot « personnellement », et ses corollaires, à mon avis, d'après moi, je pense que, etc. Selon ces personnes, je l'utilise trop et c'est pénible. Alors j'ai commencé par me remettre en question. Peut-être qu'effectivement, j'utilise trop ces mots. Il faut savoir qu'il y a quelques années, j'ai reçu une salve de commentaires me disant que j'assénais mes avis comme des coups près, comme si c'était la vérité vraie et qu'il fallait que j'apprenne à faire preuve d'abnégation, etc. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à beaucoup plus utiliser les mots personnellement, je pense que, etc. pour froisser et choquer moins de gens. Donc oui, je me suis remis en question, je me suis dit peut-être que j'utilise trop tout le temps ces mots, est-ce que j'ai la main un petit peu lourde ? Bon, et puis après, j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte que ces commentaires récurrents étaient écrits par deux seules et mêmes personnes. L'une s'appelle M et l'autre W. J'ai donc de sérieuses suspicions sur le fait qu'il s'agit d'une seule et même personne. Mais après tout, qui sommes-nous pour juger ? Peut-être que cette personne s'est fait tabasser un soir en pleine nuit par un mec qui s'appelait personnellement. Il faut respecter sa sensibilité. Je vais donc faire un seul et unique disclaimer pour tout le reste de la vidéo. Donc ce que je vais dire dans ce top cinéma n'est que mon avis et ne reflète que mes opinions, mon point de vue et ma vision de l'industrie cinématographique et de son public. Les jugements que je pourrais faire sur tel ou tel film ne sont que les miens et ne reflètent absolument pas une réalité objective quelconque du monde du cinéma. Et de la même manière, les avis et jugements que je pourrais donner sur le monde du cinéma et sur le public, que ce soit vous ou d'autres, sera bien évidemment totalement subjectif, me sera propre et ne devra pas être considéré comme une parole objective d'une quelconque manière. Voilà, donc ça c'est dit une bonne fois pour toutes, c'est parfait. En plus, ça va me permettre de dire tout ce que je pense, sans aucune retenue, sans aucune barrière, et à faire des jugements à l'emporte-pièce sans avoir à me justifier. Par exemple, voici mon avis à l'emporte-pièce sur Spider-Man No Way Home. Cette année, j'ai donc vu 50 films de 2021 et je dis bien 50 films pile poil. À vrai dire, quand les salles ont rouvert en mai, ça me manquait beaucoup, donc j'y suis retourné et j'ai vu énormément de films en mai, en juin et en juillet. Du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, si on reste à ce rythme-là, ça va être easy, je peux me permettre de ralentir un petit peu le rythme. Et puis, en fait, avec les projets chronophages qui se multipliaient, tout ça, bah, j'ai un peu fait preuve de relâchement et j'ai dû me rattraper en fin d'année pour vite tout voir, tous les trucs que j'avais dit que je verrais. Il y a donc 50 films pile poil et certains pourraient m'accuser de tricherie, puisque dans le lot, j'ai mis The Nightingale, que j'ai vu l'année dernière, mais bon, c'est pas ma faute s'il est sorti en France en 2021. Et puis j'ai aussi mis quelques longs métrages du web, qui sont malgré tout des longs métrages, hein, comme par exemple La Vengeance 3 ou Les Lettres de l'Angoisse. D'ailleurs, si vous voulez mon avis à l'emporte-pièce sur Les Lettres de l'Angoisse... Elle est bien, et elle est moins bien. Pour parler plus globalement de l'année, j'ai vu cette année 41 films au cinéma, ce qui veut dire que j'ai vu plus de films au cinéma que je n'ai vu de films en DVD chez moi. En tout, j'ai vu 115 films, 33 en VO, 43 en VF et 39 films francophones. Donc comme je l'ai déjà dit à moult reprises, hein, je regarde presque autant de VO que de VF. Et le premier truc qu'on peut dire, c'est que... eh ben, ça a été une grande année de cinéma. Je sais pas si c'est parce que les distributeurs ont rien osé sortir en 2020 et que du coup ils ont tout sorti en 2021 ou simplement que les gens ont été inspirés, bah, va savoir. En tout cas, je n'ai jamais mis autant de 8 sur 10 et plus
lors d'une année cinéma, y compris les années où j'ai vu 2 fois plus de films. Il y a eu énormément d'excellents films, de films qui m'ont beaucoup plu cette année. Je peux hélas pas les citer tous. Je vais citer pêle-mêle Annette, Tic Tic Boom, Benedetta, Le Sommet des Dieux, Illusion perdue, Les Sorcières d'Aquelar, Drive My Car, Les Mitchells contre les machines. Et de fait, je ne ferai pas de flop cette année parce que je me suis concentré sur les bons films. Si je devais faire un flop 5 des films de cette année, il y aurait Zack Snyder's Justice League dedans. Et bon, j'ai pas aimé Zack Snyder's Justice League, mais bon, faut peut-être pas déconner, il mérite pas d'être dans un flop. Comment ? Vous voulez mon avis à l'emporte-pièce sur Zack Snyder's Justice League ? Donc nous nous concentrerons cette année sur les meilleurs films, mais ça ne m'empêchera pas d'aborder avec vous quelques petits à côté, quelques déceptions, quelques films qui méritent quand même le regard ou non. Et oui, je vous rassure, on va parler de Kaamelott. Allez, ne perdons pas de temps et commençons avec le numéro 11, car oui, je fais un top 11, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on se batte? En numéro 11, nous retrouvons donc Free Guy. Alors oui, il a un petit peu usurpé sa place dans le top, hein. Objectivement, je le mettrais quand même en dessous d'autres films comme Annette, Le Sommet des Dieux, Illusion perdue, qui est un de mes petits coups de cœur français de cette année. Mais j'avais quand même envie de vous parler de Free Guy, alors soit je le mets un petit peu numéro bonus, numéro 11, pour pouvoir vous en parler un petit peu. Parce que Free Guy a été une excellente surprise pour moi, et pourtant, vraiment, j'y suis allé en traînant les pieds. Il faut dire que la bande-annonce donne absolument pas envie de voir le film. Écoute, je le sais que le titre était ultra clickbait, mais c'est pas grave, je le dis là, dans la vidéo, que c'est clickbait, fait que c'est correct! Free Guy, c'est donc l'histoire d'un mec random, littéralement, puisqu'il est PNJ dans un jeu vidéo en ligne entre Fortnite et GTA Online. C'est un PNJ de banquier qui est censé s'allonger par terre quand il y a un braquage. Sauf qu'un jour, il prend la confiance et il décide de piquer les lunettes de joueur qui donnent l'interface jeu, et ça va causer un certain nombre de problèmes, notamment aux 2 personnes qui l'ont créé, 2 créateurs de jeux indépendants qui se sont fait racheter par une grosse multinationale. Et donc, comme je le disais, la bande-annonce vend très mal le film, parce que quand on regarde la bande-annonce, on a l'impression d'avoir Ryan Reynolds dans le même rôle, encore et encore, à savoir un Deadpool-like, conscient qu'il est dans un film, conscient qu'il est méta, et faisant des clins d'œil en permanence aux spectateurs, le tout dans un cynisme absolument décomplexé et gerbant. Sauf que non. Et c'est la première surprise que j'ai eue devant le film, c'est que les personnages et l'histoire sont très attachants. À commencer par Guy, donc le personnage de Ryan Reynolds, qui est un personnage tout à fait sincère. Il est d'une candeur, d'une naïveté, il exécute bien gentiment les tâches qu'on lui a demandé de faire. En un sens, il me rappelle beaucoup Emmett de La Grande Aventure Lego. Emmett qui est bloqué dans son petit train de vie et qui décide un jour de dévier. Eh ben, Free Guy, c'est un petit peu le même type de personnage et le même type d'aventure. Globalement, le film, je dirais que c'est un combo entre La Grande Aventure Lego et The Truman Show. Donc c'est un personnage parfaitement attachant, de la même manière que ses 2 créateurs sont des personnages attachants, son collègue agent de sécurité à la banque aussi, et l'intrigue, ok, est assez convenue, on va dire, mais à l'exception d'un gag bien relou qui je pense est dû à une retake après que la Fox a été rachetée par Disney, l'intrigue et l'univers du jeu est traité totalement sans cynisme. Le message du film est vraiment positif, ne sonne pas du tout artificiel. Je pense que Free Guy a beaucoup mieux compris son époque et le monde des jeux vidéo que Ready Player One, qui est pourtant du même scénariste. Sauf que, et c'est un énorme point positif à mes yeux, c'est un film original. Genre, c'est un film qui n'est pas adapté de quelque chose, un livre, un comics, un jeu vidéo, qui n'est pas un reboot, qui n'est pas la suite d'une franchise. C'est un film original. Et c'est l'un des rares de cette année. Et c'est même, je pense, l'un des rares de cette décennie. Même Dune, dont tout le monde a parlé en boucle et en boucle, eh ben c'est une adaptation de Frank Herbert. D'ailleurs, voici mon avis à l'emporte-pièce sur Dune. C'est sympa, mais on s'en fout. Bref, c'est un film qui a son univers, qui a des personnages attachants, qui a une intrigue que certains qualifieraient de convenue, mais qui de mon côté m'a totalement bercé et que j'ai suivi sans déplaisir et avec même parfois les mains agrippées aux genoux parce que je voulais que nos héros s'en sortent. C'est vraiment un film très plaisant à suivre, une vraie bouchée d'air frais, et je crois, je suis à peu près le seul sur ce coup, que c'est un film qui va marquer son temps. Pas comme un chef-d'œuvre, mais plutôt comme un film culte caractéristique de son époque. Vous savez, quand on parle des années 80, on parle de Ghostbusters et de Retour vers le futur, et ben je pense que dans quelques décennies, si on n'est
pas tous morts du réchauffement climatique d'ici là. Quand on parlera de la décennie 2020, Free Guy fera partie des films originaux qui ressortent et dont on garde un bon souvenir. Numéro 10 de ce top. Bah oui, évidemment. Mais c'est pas ma faute si vous avez des goûts de chiottes, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, vous n'aimez pas le miroir que Matrix Résurrection vous tend. Mais c'est pas ma faute! Matrix Résurrection, qu'à partir de maintenant je vais appeler Matrix 4 pour plus de commodité, c'est donc la suite de la trilogie Matrix, à peu près 20 ans après, 18 ans je crois. Je veux pas trop vous en dire sur le film parce que ça a été une grande et agréable surprise de découvrir où le film m'emmenait. Disons simplement que Neo est dans la matrice et qu'on va encore l'en faire sortir. À partir de maintenant je vais spoiler un petit peu, donc voilà, si vous voulez pas vous faire spoiler, allez à ce timecode là. Ou au chapitre correspondant parce que j'ai fait des chapitres et tout. YouTube supprime énormément de fonctionnalités intéressantes et utiles, mais c'est vrai que les chapitres, c'est cool. Alors commençons par défoncer une porte ouverte. Oui, Matrix 4 parle d'Hollywood, parle de la trilogie Matrix et parle des spectateurs. Et clairement, je peux comprendre ceux qui ont dit c'est un énorme crachat à la gueule des fans de Matrix. Sauf que ces gens-là ne sont pas fans de Matrix. Et ça va, j'ai mis un disclaimer au début, je dis ce que je veux. Quand j'ai vu la première demi-heure du film, dans la salle, j'ai eu très peur. Je me suis dit, oh non, un film qui joue la carte du self-aware, un film qui joue la carte conscient de ce qu'il est, un film méta, un film cynique, comme pouvait l'être Jurassic World, hein, qui faisait tout un discours en mode, ah, on sait qu'on est un blockbuster, on sait qu'on respecte à peine l'essence de Jurassic Park, mais on le fait quand même, lol, activer la cloche. Je le dis là, dans la vidéo, que c'est clickbait! Mais évidemment, c'était mal connaître Lana Wachowski, qui est quand même bien plus maligne que ça. Le film crache bel et bien à la gueule des fans de Matrix, mais pas tous. En gros, si vous n'avez retenu de Matrix que sa surface, le film d'action badass, etc., avec des chorégraphies de haute volée, qui ont redéfini le cinéma d'action, mais les 2 et 3... franchement bof, et j'ai vu certains vidéastes en parler comme ça. Bah oui, le film vous montre ce miroir et il est pas particulièrement plaisant à regarder. Par contre, le film accueille avec bienveillance et ouvre grand ses bras aux gens qui ont aimé la trilogie Matrix et qui en ont saisi et compris l'essence. Parce que ces gens-là, eh ben c'est la nouvelle équipe, c'est Bugs et ses collègues, c'est ces gens qui veulent revenir sauver Neo parce que Neo a changé leur vision des choses. De la même manière, le film rappelle que l'action, c'était pas le cœur du film Matrix. Pas mal de gens s'en souviennent comme un film d'action, mais c'est plus qu'un film d'action. Et en cela, l'action n'est pas au cœur de Matrix 4. Et peut-être que ça peut en décevoir certains. Bon, après, il faut bien le dire que le film le rappelle assez maladroitement, puisque les scènes d'action sont assez molles et assez ratées. Mais encore une fois, c'est pas ça la force du film. La force du film, c'est de jouer avec ce que les spectateurs en attendent. Ça passe par le personnage de Neil Patrick Harris, qui est vraiment la grande réussite du film. J'adore notamment les scènes de l'anti-bullet time, les scènes où il retourne le bullet time de Neo contre lui, avec ces scènes où tout le monde n'est pas au même framerate, j'ai envie de dire, avec ces petits bugs d'affichage, etc., ces petites saccades. Je trouve ça assez malin comme mise en scène. Il y a le nouvel agent Smith que je trouve particulièrement savoureux et encore une fois malin. Et puis il y a le couple Neo et Trinity qui est au cœur de l'histoire parce que c'est un film qui parle à nouveau plutôt de cette histoire d'amour. Mais cette histoire d'amour sert à parler d'autre chose. Et en ça, Matrix 4 se rapproche beaucoup plus des productions plus récentes de Lana Wachowski, et notamment Cloud Atlas et Sense8. Par exemple, Cloud Atlas, qui est un de mes films préférés, parle d'amour dans pas mal de ses histoires, mais se sert d'amour pour parler d'autres choses, pour parler d'univers, pour parler de destin, pour parler d'universalité. C'est, comment dire, certains, et notamment les critiques les plus bas du front, désolé, de Matrix 4, ont réduit le film à cette histoire d'amour, mais on se sert d'amour pour parler d'un milliard d'autres choses. Et puis même, à côté de ça, j'en ai marre qu'on considère les histoires d'amour comme des sous-genres, je sais pas, comme des intrigues faciles et tout. C'est pas facile à mettre en scène, une histoire d'amour. Précisément parce que c'est quelque chose de déjà surcodifié, de déjà surraconté. Bon voilà, je me suis un petit peu éparpillé, mais je vous avoue qu'à la sortie de Matrix 4, le premier truc que je me suis dit, c'est trop cool, et le deuxième truc que je me suis dit, c'est il faut que je le revoie. À l'heure actuelle, je ne l'ai pas encore revu, mais je vous conseille, s'il passe près de chez vous, d'aller le voir. Et petite parenthèse, parce que je l'ai vu, la VF est très bien, avec le retour de tout le monde. Numéro 9, Médecin de nuit. C'est pas facile de parler de Médecin de nuit, parce qu'il est passé assez inaperçu. À Lyon, qui est pourtant quand même la ville du cinéma,
il est resté 2-3 semaines, je crois. Il n'y a pas eu énormément de critiques, il n'y a pas énormément de gens qui ont parlé du film, et je trouve ça très dommage parce que je trouve le film très réussi. Médecin de nuit, comme son nom l'indique, c'est donc une plongée en apnée dans l'univers d'un médecin de nuit, interprété par Vincent Macaigne. Alors j'ai lu un petit peu à droite à gauche que c'était principalement un acteur de comédie, et que c'était une de ses premières immersions dans le genre dramatique. Je l'avais jamais vu dans une comédie, donc je ne le juge que par ce prisme-là, et je le trouve très bon. Un médecin de nuit qui bosse surtout dans les quartiers difficiles et qui aide notamment des toxicomanes, et qui, en parallèle à ses histoires de cœur, va se trouver embarqué dans une espèce d'histoire chelou avec Pio Marmaille. Médecin de nuit m'a vraiment beaucoup plu. C'est un film qui te plonge dans son univers en apnée. Comme son nom l'indique, ça se passe la nuit, et c'est en gros une longue nuit. Et ce qui est malin, c'est que le film ne dure qu'1h20, donc on est dans une plongée assez intense. Et je pense que le film aurait perdu de sa force s'il avait dilué son apnée dans une durée un petit peu plus longue. 1h20, c'est parfait. On est totalement impliqué dans ce qui arrive à Vincent Macaigne. La réalisation, les acteurs secondaires, tout contribue à renforcer un petit peu cette ambiance noire. La photographie est, je trouve, très réussie, c'est-à-dire que c'est très sombre, mais avec des touches de couleurs toujours maîtrisées, toujours utilisées avec parcimonie et précision. Je cherche quoi dire d'autre sur Médecin de nuit que j'ai pas revu non plus depuis sa sortie, mais c'est un film fatigant, dans le sens épuisant. C'est un film intense, quoi. Encore une fois, j'ai utilisé le mot en apnée parce que je trouve qu'il colle bien à cette histoire. Le film nous laisse pas vraiment respirer, tout comme le personnage n'a pas le temps de respirer. Il est toujours sollicité à gauche, à droite. C'est un film qui nous sollicite beaucoup, c'est un film qui est intense, c'est un film qui est épuisant, et c'est un film que je vous recommande. C'est vraiment mon film français de l'année, devant Titane. Et d'ailleurs, voilà mon avis à l'emporte-pièce sur Titane. Moi, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Bon, avant de passer au numéro 8, on va parler un petit peu d'un film qui est sorti cette année, que j'attendais beaucoup, mais très sincèrement, je crois qu'on est 3 à tout péter, à l'avoir attendu, ce film. C'est La Vengeance 3 de Morsaille. La Vengeance 3 La Vengeance 3, vous êtes là. Alors certains se disent peut-être, qui c'est que cette histoire, c'est qui ce Morsaille? D'autres se disent peut-être, il y a eu un 2? Parce que c'est vrai qu'il est passé assez inaperçu. Et ceux qui ont vu le 2 ou qui ont vu ma vidéo de l'an dernier se disent peut-être, attends, il a réussi à faire un 3 en moins d'1 an? Et la réponse est oui, Morsaille a réussi à faire La Vengeance 3 en moins d'1 an, parce que Morsaille, il est déter. Pour contextualiser un peu, La Vengeance, c'est un film de Morsaille qui est sorti il y a une petite dizaine d'années et qui a acquis une solide réputation de nanar. Faut dire que le film est assez mauvais, hein, autant en termes d'acting que de scénar, que de répliques, que de réal, c'est très pauvre et c'est assez drôle, il faut dire les choses. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Moi je le mange chaud parce que je nique tous les fachos. Bref, n'importe qui au courant qui entendrait parler de La Vengeance 2 et 3 penserait à des suites cyniques réalisées pour se faire du pognon sur le dos d'un nanar et donc réalisées de manière nulle mais volontairement. Ce n'est pas du tout le cas de notre ami Morsaille. Je vous avais dit l'an dernier que j'avais été assez déçu du 2 qui ne remplissait pas toutes ses promesses. Le film était trop court et pourtant trop mou, ça manquait de cohérence, ça manquait de scénario, ça manquait d'un scénario tout simplement. Et ben c'est peut-être justement parce qu'il s'est écoulé moins d'1 an entre le 2 et le 3 que ce 3 m'a agréablement surpris. Alors soyons clairs et nets, hein, c'est toujours mal joué, mal réalisé, mal écrit, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ne portera de l'intérêt à ce film que si on a de l'affection pour Morsaille comme j'en ai moi-même. Ce que j'aime beaucoup avec Morsaille, c'est que c'est quelqu'un de très sincère et je pense moins bête que ce qu'il essaie de faire croire. Je pense qu'il a compris qu'est-ce qui avait plu aux gens dans La Vengeance et dans La Vengeance 2 et notamment dans les gens qui habitent en banlieue et il a décidé de faire de La Vengeance 3 plus une sorte de chronique sociale qu'un véritable film à scénario. En vrai, il faut pas beaucoup pour être heureux. Une petite chérie, un petit boulot, une vie de pépère.
Marseille apparaît beaucoup plus sage, il faut dire que c'est un daron maintenant, hein. On le voit clairement dans le film à avoir une vie de famille. Et à vrai dire, je pense même pas que ce soit de la fiction, je pense que c'est vraiment une scène de vie de famille qui a été captée. Il nous parle des clichés de la banlieue, de comment on y vit, de la misère qu'il y règne, qu'elle soit financière ou sexuelle. Cherche pas, moi je m'en fous de la thune. Moi, je veux la tartiner, c'est tout. Et bizarrement, c'est un portrait beaucoup plus réaliste, car beaucoup plus nuancé que Bac Nord. D'ailleurs, voilà mon avis sur Bac Nord. C'est super raciste. C'est pas... Enfin, je dirais pas raciste, c'est peut-être un peu péchu, enfin c'est... Moi je dis raciste, tu dis ce que tu veux. Français quoi. Il y a des vrais moments de rire dans La Vengeance 3, franchement, on rigole bien, pas des blagues du film, hein, mais vraiment de la pauvreté, des situations, des acteurs. Il y a notamment une scène de bagarre avec un seul bruitage et un montage assez aléatoire. Mais encore une fois, j'ai peut-être la naïveté de croire que c'est pas volontaire. Dans le sens, pas volontairement nul. Je pense que Marseille a monté le film lui-même ou l'a confié à quelqu'un qui l'a monté alors que c'était pas son métier. Et que du coup, c'est amateur, c'est nul. Mais c'est pas cynique. Je pense que vous l'avez compris depuis tout à l'heure, hein, entre Free Guy et Matrix Résurrection, j'aime pas le cynisme au cinéma. Plus précisément, j'aime pas le cinéma cynique. Vous savez, ces blagounettes à 2 balles pour dire qu'on n'assume pas notre univers, pour dire qu'on n'assume pas ce qu'on est, ce qu'on fait. Pour parler brièvement de Spider-Man No Way Home, je l'ai pas vu, mais j'ai vu les spoilers sur Twitter, et c'est exactement ce que je craignais, c'est-à-dire qu'ils font des blagues en mode mais du coup t'as du sang d'araignée, du coup tu lances des toiles d'araignée, mais genre tu peux lancer des toiles d'araignée avec ta bite. Et est-ce que ça sort que de tes poignets ou ça peut sortir d'une autre partie de ton corps? Et est-ce que des fois t'as genre des pannes? Tout ça c'est dans la tête, hein. C'est insupportable. Et sincèrement, même sans spoiler, ça se voyait déjà dans la bande-annonce avec la blague de comment tu t'appelles, Octopus. Non mais sérieux, c'est quoi ton nom? Rappelez-moi comment vous vous appelez? Dr Otto Octavius. Ouais, non, sérieux, c'est quoi votre nom? Va te faire foutre, Disney. Va bien te faire foutre. Et La Vengeance 3, même si on pourrait croire qu'à enchaîner les suites d'un nanar, on essaie de se faire de la thune dessus, non. La Vengeance 3 est totalement sincère. Numéro 8 de ce top, Last Night in Soho. Last Night in Soho, le nouveau film du formidable et tant aimé Edgar Wright. Last Night in Soho, ça raconte l'histoire de Héloïse, qui est passionnée des années 60, qui écoute des vinyles et ce genre de trucs, et qui rêve de devenir styliste, et qui va donc étudier dans une grande école londonienne. Elle quitte donc sa province natale pour s'installer à Londres. Elle s'installe dans une petite bicoque sous les toits de la maison d'une vieille grand-mère, et commence à faire des rêves la nuit. Elle rêve d'une jeune fille appelée Sandy, qui rêve d'être chanteuse dans les années 60, et elle va suivre un petit peu ses pérégrinations. Alors d'abord, elle va être enchantée par ce monde qu'elle découvre, elle va se plonger avec ardeur dans les années 60, elle va commencer à créer des costumes puisés dans cette époque-là, et puis petit à petit, elle va se rendre compte que l'histoire de Sandy est moins cool et moins colorée qu'elle en a l'air, elle est même carrément plus glauque, et elle va essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à cette pauvre Sandy. J'aime beaucoup le chemin que prend Edgar Wright. Parce que Edgar Wright, il a commencé avec une réputation de réalisateur geek. Avec sa trilogie Cornetto, hommage aux films de zombies, hommage aux films policiers, plein de clins d'œil, etc. Son film Scott Pilgrim, qui est vraiment une déclaration d'amour aux univers de l'imaginaire. Et ce qui me rassure énormément, c'est qu'il a réussi à ne pas s'enfermer là-dedans et à toucher un public, grand public, avec des films plus grand public. C'était le cas de Baby Driver il y a quelques années, c'est maintenant le cas de Last Night in Soho, qui est parfaitement accessible à tous les publics. Sans pour autant perdre son style assez inimitable, notamment dans son sens du montage, ses gags visuels, il y a vraiment... On reconnaît un film d'Edgar Wright. Last Night in Soho est très plaisant à suivre, l'actrice principale, Thomasine McKenzie, est vraiment une révélation dans ce film et j'ai hâte de la voir dans d'autres trucs, mais aussi Anna Taylor-Joy et Matt Smith, entre autres. Il y a vraiment énormément d'idées de montage et de réalisation
qui peuvent parfois paraître un petit peu tape à l'œil, mais que personnellement je trouve vraiment réussi. Tout le jeu autour des miroirs, etc. Il y a vraiment de très très belles idées, de très très belles couleurs. Évidemment, on sent l'influence de Dario Argento tout au long du film, et notamment de Suspiria. Et puis ce qui est intéressant dans Last Night in Soho, c'est aussi le message un petit peu quelque part sur Héloïse qui se réfugie dans ces vestiges du passé, que ce soit les vinyles ou l'histoire de Suzy, et qui va découvrir petit à petit que ben non, le passé, on en a une image parfois enjolivée parce qu'on décide d'y mettre en valeur, enjolivée parce qu'on en garde, et pas parce qu'on a choisi d'oublier. Le film est vraiment bien écrit, le film est vraiment bien réalisé, le film est vraiment bien joué, le film est un petit trésor de l'année, que je vous encourage donc à voir. Numéro 7 du top de cette année, Promising Young Woman. Promising Young Woman est un rape and revenge assez particulier puisque ce n'est pas la victime qui va se venger, mais sa meilleure amie. Promising Young Woman, c'est donc l'histoire de Cassie, une jeune fille qui, toutes les nuits, se déguise, se travestit en jeune fille ivre morte et incapable de se défendre. Elle se laisse donc gentiment ramener chez elle par des hommes prétendument des bons gars, qui se révèlent en général être pas du tout des bons gars, et c'est sur ce point que Cassie va les piéger. On a des affinités. D'accord. Comment je m'appelle? J'ai quel âge? Pardon, un peu trop dur. Pourtant, Cassie, elle aurait pu être quelqu'un d'autre. Elle aurait pu être une brillante médecin. Elle a d'ailleurs fait une école de médecine avec sa meilleure amie Nina. Sauf que Nina, elle s'est faite violer par un garçon de l'école lors d'une soirée où elle était ivre. Moquée, insultée, traînée dans la boue, elle a fini par se suicider. Quelque chose dont Cassie ne s'est jamais remis. Et elle décide donc de rendre la justice elle-même, puisque a priori le reste du monde s'en tape. Promising Young Woman, et je sens que je vais mâcher ma mâchoire tout le long de ce vlog. Promising Young Woman, donc c'est le premier film de Emerald Fennell, un film qu'elle a écrit et réalisé. Et comme son nom l'indique, c'est une femme, ce qui change un certain nombre de choses par rapport à d'autres classiques du rape and revenge. Parce que le message du film est plus cohérent, plus clair, mais aussi plus touffu. C'est-à-dire qu'on sent que la réalisatrice avait matière. Les personnages sont très riches, très travaillés, autant les personnages féminins que les personnages masculins. Le film est très fort, et notamment sa fin qui est vraiment extrêmement puissante, notamment parce que le film joue beaucoup sur l'image de la femme, l'image de ce qu'une femme doit être pour ses semblables, pour les hommes, pour ses parents. Le personnage de Cassie est vraiment très très riche, et là-dessus je vous recommande chaudement et vigoureusement la vidéo sur le sujet réalisée par la chaîne Demoiselle d'Horreur. Elle décrit tout ce qu'on apprend du personnage, et notamment tout ce qu'on apprend à travers le cadre, parce qu'il y a un vrai sens de la réalisation dans ce film. La réalisatrice, pour un premier coup, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, comme on dit. Il y a énormément d'idées, le film est très solide, le film est très rigoureux, et surtout, le film est très fort. Que ce soit la réalisation, les acteurs, le message, la tension dramatique qu'il y a tout au long, vraiment, le film est une grande réussite. Voyez-le. Passons maintenant au numéro 6, mais avant ça, mon avis sur West Side Story de Steven Spielberg. Ah bah voilà! Ça c'est mon gars! Ça c'est mon champion! Là tu nous tiens! Le numéro 6 de ce top n'est autre que Belle de Mamoru Hosoda. C'est assez dingue les retours que j'ai eu sur Belle. J'ai eu la chance de le voir en avant-première au festival Hallucination Collective à Lyon, qui est décidément un grand festival que je vous recommande. Et en sortant du film, que j'ai adoré, vous l'aurez compris, sinon il sera pas numéro 6, j'ai capté des conversations de gens, et j'en ai entendu certains dire « Pour moi, c'est le pire Mamoru Hosoda ». Après, je suis allé voir sur Sens Critique un petit peu, j'ai regardé les notes récentes, qui étaient donc des notes de gens qui sortaient de la même séance que moi, et j'ai vu des 2, 3, 5... Et pour finir, là, avec la sortie récente, je suis allé voir un petit peu sur Twitter ce qu'en disaient les gens, et j'ai vu des gens dire « C'est le pire Mamoru Hosoda depuis Summer Wars ». Mais Summer Wars, c'est le meilleur Mamoru Hosoda? Quelle indignité. Du coup, je comprends pas trop les fans de Mamoru Hosoda. Si vous êtes présents sur cette vidéo, n'hésitez pas à en parler en commentaire parce que j'ai du mal à vous cerner. Alors Belle, c'est l'histoire de Suzu, une jeune lycéenne japonaise assez mal dans sa peau, assez timide, qui décide de s'inscrire sur You, un réseau social un peu univers virtuel, ce qui essaye d'être le nouveau Facebook, Meta, en tout cas de ce que j'ai compris. Un univers donc où on a une autre apparence, et en l'occurrence Suzu devient Belle, une jeune chanteuse très aimée, très populaire et surtout très douée. Sauf que lors d'un des concerts de Belle, surgit une créature assez effrayante que d'aucuns appellent la Bête. Donc oui, vous l'aurez compris, hein, c'est une réadaptation moderne de La Belle et la Bête, allant parfois jusqu'à citer visuellement le film des studios Disney. Alors commençons par dire des banalités, le film est magnifique.
comme beaucoup de films de Mamoru Hosoda. Les passages dans le monde virtuel de You sont en images de synthèse stylées animation traditionnelle, et Dieu sait que j'ai très peur de ça, hein. Vous vous souvenez peut-être de ce que j'en disais en parlant de Batman Ninja et de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Devant ce genre de cel shading moche, j'ai parfois l'impression d'être devant Budokai 3. Fort heureusement, Belle ne tombe pas dans cet écueil, la 3D cel shading est absolument magnifique. Et d'ailleurs, si vous décidez d'acheter le film en physique, si vous regardez cette vidéo quelques mois après sa sortie ou autre, n'achetez pas le DVD. Achetez plutôt le Blu-ray, voire le Blu-ray 4K. Parce que certaines scènes dans le film regorgent de milliards de détails, et faites-moi confiance, la compression DVD va être très cruelle avec ce genre de séquences. Ah, ça va pas être joli à regarder, vous pouvez me faire confiance. Les séquences en animation traditionnelle sont très réussies aussi, évidemment. Visuellement, ça fourmille. Le Japon, les décors sont absolument merveilleux. Et puis, son dernier acte, putain, son dernier acte est tellement fort. Moi, je suis sorti du film en mode... C'est pas très clair, je pense, pour les gens, si je dis ça va pas leur parler. Disons, pour faire simple, que, tout comme Free Guy, Belle a beaucoup mieux compris que Ready Player One qu'est-ce qu'impliquent les réseaux sociaux et les univers virtuels. Et de manière générale, notre génération. Plutôt que de caricaturer le monde du web, de le dépeindre comme un lieu toxique et très dangereux, Mamoru Hosoda en livre un portrait plus nuancé et décide d'en montrer quand même plutôt des choses positives. Et ça fait du bien. C'est quelque chose qu'il faisait déjà dans Summer Wars, mais c'est aussi quelque chose qu'il faisait déjà dans Digimon le film, qui était, on peut le dire aujourd'hui, un brouillon de Summer Wars. Si vous n'avez pas vu Digimon le film à l'époque, n'hésitez pas à le voir dans sa version japonaise originale non censurée. C'est un film vraiment magnifique, à côté duquel on est sans doute passé quand on était gamin. Les chansons sont magnifiques, et pour le coup, je ne pourrais pas vous dire ce que vaut la VF. Je sais qu'elle est très médiatisée parce qu'ils ont pris Louane pour interpréter les chansons et donc pour interpréter le personnage. Je ne peux pas vous dire ce que ça vaut, hein. C'est dirigé par Hervé Ikovic, et même s'il a fait preuve d'un peu de bonne volonté ces dernières années, c'est quand même une grosse tête de con qui n'écoute rien ni personne. Donc je ne sais pas ce que vaut la VF de Belle. Vous me direz en commentaire. Mais de toute manière, allez voir Belle, hein. Au moment où cette vidéo sort, il est probablement encore au cinéma, donc jetez-vous sur l'occasion et allez le voir en salle, c'est vraiment un excellent film. Avant de passer au numéro 5, on va faire un petit détour pour parler de mon flop 1, du pire film que j'ai pu voir cette année. Je m'en veux de l'avoir vu, vraiment, je ne comprends toujours pas aujourd'hui pourquoi j'ai cédé à la tentation, pourquoi j'ai accepté de voir ce film, et ce film, c'est Cruella. Soyons clairs, Cruella, c'est de la merde. C'est de la merde en branche. C'est une des pires horreurs qui est chier la production Disney. Et je ne comprends toujours pas comment j'ai pu me faire avoir. Comment j'ai pu décider, alors que je déteste les prods Disney, que j'ai établi clairement au cours des différentes vidéos cinéma des différentes années, que Disney c'était Satan, comment j'ai pu décider d'aller voir Cruella alors que j'ai rigoureusement et obstinément boudé les autres productions Disney. D'ailleurs, vous voulez peut-être mon avis à l'emporte-pièce sur Luca, Raya et Encanto. Après tout, c'est les Disney de l'année, on est obligé d'aller les voir. M'en fous, j'irai pas. Quoi? Je refuse d'aller soutenir une politique d'expansion territoriale dont je ne reconnais pas la légitimité. Bref, je ne comprends pas pourquoi je suis allé voir Cruella. Commençons par une évidence, le film est très moche, le film est hideux, le film est laid, c'est une bouillie numérique totalement indigeste. Tout est en images de synthèse, que ce soit les doublures numériques, les décors, le feu, et même les chiens. Le chien! Mais depuis quand on fait les chiens en images de synthèse? Pourquoi vous n'avez pas appelé des vrais chiens? Pourquoi vous n'avez pas construit des vrais décors? Pourquoi vous n'avez pas fait du vrai feu? Putain, vous êtes Disney! Vous avez des centaines de millions de patates à mettre dans ce genre de film. À ce prix-là, faites du vrai feu! Assez souvent, quand on fait appel à outrance au fond vert et aux images de synthèse, c'est pour laisser une plus grande liberté au réalisateur, pour le laisser faire les mouvements caméra absolument foufou qu'il a envie de faire. Sauf que Cruella n'a aucune idée de réalisation. Cruella, c'est filmé platement. Et d'ailleurs, Cruella, c'est plat, c'est mou, c'est chiant comme la mort. On se fait turbo chier devant Cruella. Et d'ailleurs, hein, Cruella, vous me direz qu'est-ce qu'il y a de cruel chez Cruella? Parce que, évidemment, Disney va pas faire un film live centré sur une méchante qui est vraiment une méchante. Il faut quand même que le public puisse
je sais pas, s'identifier au personnage de Cruella. Alors du coup, Cruella, en fait, c'est une petite fille incomprise qui a eu une histoire familiale tragique. Jasper et Horace, en fait, c'est des amis qui l'ont un petit peu élevée, qui l'ont pris sous son aile. Puis voilà, ses seuls aspects méchants de sa personnalité, c'est qu'elle parle mal aux gens, qu'elle leur dit « Oh, je t'en prie, darling », soyons un petit peu sérieux, comme l'a fait la petite fille gâtée de Charlie et la chocolaterie. Putain, c'est Cruella! C'est dit dans son nom, Cruella! Il faut qu'elle soit cruelle. Cruella, c'est une putain de psychopathe. Si vous voulez faire un film sur un méchant, faites un film sur un méchant. Ne le faites pas gentil. On en vient quand même à une réplique qui est dans le film où Cruella, en portant un manteau de simili-fourrure, dit « J'étais justement en train de lire un article sur toi, la tueuse de chiots. Je suis prête à tout pour une robe tachetée. Tu ne l'as pas fait. Bien sûr que non. Mais les gens ont besoin d'un méchant dans l'histoire, et jouer ce rôle ne me déplaît pas. » Non, mais j'ai quand même pas tué des Dalmatiens. Darling, je ne suis pas si cruel. T'es Cruella! Putain! Et puis, évidemment, la blague est méta. Oh là là, on est des méchants Disney, mais on a conscience que le classique Disney dont on s'inspire, il est pas safe. Alors du coup, on adoucit les blagues parce qu'on est tellement malin, parce qu'on est tellement méta. Niquez vos darons! Alors pourquoi je suis allé le voir? Pourquoi je suis allé le voir? Emma Stone, je pense. La bande-annonce m'a gentiment et naïvement fait croire que j'allais voir Emma Stone faire un numéro de dandy psychopathe entre le Joker de Joaquin Phoenix et la Harley Quinn de Margot Robbie. Évidemment, rien de tout ça. Hein. Le seul truc de Emma Stone dans ce film, c'est « Oh mais darling, enfin voyons, soyons sérieux 2 minutes, va te faire foutre. » Pourtant, j'en ai lu des bonnes critiques du film à sa sortie. Tout comme j'ai lu des bonnes critiques à sa sortie de Suicide Squad. J'ai même des amis qui me l'ont chaudement et insistamment recommandé, en me disant « Tu verras, c'est vraiment une bouffée d'air frais dans les films de comic book. » Vous êtes sérieux? Salut, désolé d'être à la bourre, j'ai dû aller faire caca. C'est très amusant. Oui, très amusant. Suicide Squad, de la même manière que Cruella d'ailleurs, hein, ne fait pas un film de méchants. Les méchants, en fait, ils sont plutôt gentils. Tout le monde se moquait du Bloodshot de Will Smith en disant que il assumait pas de jouer un méchant, du coup en fait il fait tout ça pour sa fille. Je suis désolé, le perso d'Idris Elba c'est exactement pareil. Les scènes d'action sont molles, les blagounettes sont insupportables, les gens qui se moquaient de l'écriture de Joss Whedon sur Justice League. T'es complètement barré. C'est pas moi qui ai apporté une grosse fourchette. Les blagues sur le perso de John Cena en mode « Ah, t'as un masque de cuvette de chiottes », c'est du même niveau. Oui, il y a bien quelques séquences réussies, genre l'évasion d'Harley Quinn, mais franchement, c'est très très pauvre. Et du coup, je me suis posé une question en sortant de Suicide Squad, et je rappelle le disclaimer du début, je dis ce que je veux, je vous emmerde, c'est personnel, c'est un avis, voilà. À quel moment on a arrêté d'être exigeant avec les blockbusters? Est-ce que c'est parce qu'on sortait du Covid et qu'on était trop content de revoir en salle un film de super-héros ou un spin-off Disney et du coup on a tous été très gentils avec? À quel moment on a arrêté d'exiger des blockbusters qui soient intelligemment filmés, qu'ils aient un bon message, qui soient rythmés, que les scènes d'action soient fortes, soient belles? À quel moment on a arrêté d'exiger ça des films, en fait? Parce qu'on parle souvent du cinéma popcorn en me disant « mais ça va, on se débranche le cerveau, on se pose devant ». Mais débrancher son cerveau, ça enlève pas tout esprit critique. On peut débrancher son cerveau et savoir quand même distinguer une bouse d'un bon film. Parce que si en débranchant ton cerveau, tu prends le même plaisir devant une bouse et devant un très bon film, mais dans ce cas-là, économise-toi 15 balles, installe-toi devant ton micro-ondes et fais tourner une pomme de terre pendant 2 heures. Ça te coûtera beaucoup moins cher. On peut, et d'ailleurs on doit, exiger plus des blockbusters. À un moment, il faut quand même savoir différencier Wonder Woman 1984 et Mad Max Fury Road. Parce que les gens qui me parlent de débrancher leur cerveau quand ils vont au cinoche et par exemple voir Spider-Man, on y revient encore et toujours, est-ce que ces gens sont quand même capables de distinguer le niveau de finition d'un Spider-Man de John Watts et d'un Spider-Man de Sam Raimi? Je pense qu'on est quand même tous capables de distinguer le niveau de finition, le niveau de réalisation et le niveau de qualité du Spider-Man de Sam Raimi et du Spider-Man de John Watts. Du coup, je me suis posé la question de depuis quand j'étais devenu aussi exigeant en termes de blockbuster, de films popcorn. Et je pense que c'est depuis Fury Road. Mais c'est pas parce que j'ai vu Fury Road que j'exige de tous les blockbusters le niveau de Fury Road.
Encore une fois, j'ai pris mon pied devant Free Guy. Je pense simplement qu'on ne peut plus se contenter de reproposer le même film en boucle. Je pense qu'il faut proposer des nouvelles choses. Free Guy a très bien réussi ça en proposant des nouvelles choses. Matrix Résurrection a parfaitement réussi ça en proposant des nouvelles choses, une nouvelle relecture du mythe Matrix. Je pense que des films comme Suicide Squad ou Cruella se contentent de faire le minimum syndical. Et se contenter du minimum syndical, je pense que c'est pas... Je pense qu'on peut faire mieux. Merde, putain, j'ai encore dit je pense. Ah là là. M et W vont m'en vouloir. J'ai péché, j'expie. Aïe. J'ai péché, j'expie. Aïe. Allez, numéro 5 de ce top, le discours de Laurent Tirard. Alors, je me doute que vous ne vous attendiez pas à voir un film comme ça aussi haut dans le top. Parce qu'en soi, les critiques que j'ai pu lire du discours, c'est oui, bon bah c'est sympa, mais sans plus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je suis très client de ce genre de film. Le discours, c'est donc adapté d'un bouquin de Fab Caro, et ça raconte l'histoire d'un mec qui, alors qu'il est en pleine pause dans son couple, doit rédiger un discours pour le mariage de sa sœur. Je crois que ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Oh putain, je l'avais pas vu venir celle-là. Alors là, je viens de finir de tourner la vidéo et je me rends compte que la carte est pleine. Donc ça a coupé à un moment. J'espère que le son de la caméra sera bon parce que là, il est 6h30 du matin et j'ai pas envie de me relancer dans le tournage. Donc mes excuses si jamais vous entendez une grosse différence de son. Le film se passe donc en plein milieu d'un dîner de famille et on va alterner entre des flashbacks, des flash-forward et surtout des apartés du personnage. Et toi, Adrien, tu en penses quoi? Vous me demandez ce que je pense du chauffage au sol alors que j'ai envoyé un message à 17h24 et que j'ai toujours pas de réponse? Foutez-moi la paix, merde. J'adorerais pouvoir répondre à un truc comme ça. J'adore ce genre de film, plein d'ironie, plein de mordants. Le film est très drôle, les acteurs sont tous très drôles, Benjamin Laverne en tête, mais aussi François Morel et Kian. Et le film est assez bien réalisé. Il est pas brillant, hein, mais il a quelques petites idées, quelques soubresauts d'originalité. Et pourtant, c'est pas gagné avec Laurent Tirard, hein, parce que Laurent Tirard, pour rappel, il a fait au mieux des adaptations médiocres, sages et insipides comme Le Petit Nicolas, et au pire des gros étrons fumants comme Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Donc vraiment, c'était pas gagné Laurent Tirard, hein, mais il a fait un excellent film. Bon, après, le film se base sur un excellent bouquin, donc c'est plus facile. Et d'aucuns diront que la principale force du film, c'est le bouquin dont il est tiré. Mais je l'ai pas lu ce bouquin, donc moi j'ai été conquis. Il y a pas grand chose à dire de plus parce que c'est un film au mécanisme très épuré et encore une fois la réalisation est pas virevoltante et ne brille pas par son brio. C'est un film de petit malin. Et moi j'adore les films de petit malin. C'est un film un peu taquin. C'est un film c'est un film léger et drôle et peut-être que j'en avais besoin au moment où je l'ai vu, je sais pas, mais c'est un film que je prends beaucoup de plaisir à voir. Voilà. Numéro 4 de ce formidable et sublime top, Gagarine. C'est quoi ton rêve? Gagarine, c'est le premier long métrage de Fanny Liattard et Jérémy Trouy, lui-même adapté d'un court-métrage qu'ils ont réalisé 5 ans plus tôt. Gagarine le film, ça raconte l'histoire de la destruction de la cité Gagarine, qui a effectivement été détruite et qui était située en banlieue parisienne. Ça raconte l'histoire de Yuri qui se bat un petit peu contre la destruction de la cité, qui essaye de continuer de la faire vivre, de la réparer, de la rafistoler, alors que la plupart des habitants se sont résolus à sa disparition et en sont même, pour certains, contents et soulagés. Hey Yuri, faut que tu fasses, hein, ils vont la détruire la cité. Mais c'est quoi ici? C'est chez moi. Mais Yuri, lui, il ne veut pas abandonner, il veut continuer à vivre et à faire vivre cette cité. Le film est beau. Tout simplement, le film est beau. Son message est beau, sa réalisation est belle. Il y a un côté première réalisation, on sent que ils ont eu envie de mettre certaines idées en images, parfois de manière un peu gratuite. Et des idées, il y en a beaucoup dans la réalisation, mais aussi dans les décors qui sont, je trouve, géniaux. Je peux pas dire superbe, je peux pas dire grandiose, parce que ce serait
un peu à l'encontre du message, on va dire. Mais il y a un vrai travail sur la photographie, sur les décors qui rend, qui transforme cette cité en vaisseau spatial. Parce qu'en soi, c'est ça la transformation qui va s'opérer dans le film, puisque Yuri va se retrouver tout seul dans cette cité, il va la métamorphoser petit à petit en vaisseau spatial, alors que le décollage est imminent, quoi. Voyez Gagarine, ça a été une expérience forte au cinéma. Vraiment, j'ai été happé par cette histoire. J'ai été happé par ce qu'elle raconte. Et puis, voilà, la fin, encore une fois, elle est très forte. Mais il y a pas mal des films de ce top dont la fin m'a happé. Hein. Je vous ai parlé de Belle, je vous ai parlé de Last Night in Soho, et je vous parle encore une fois de Gagarine. Et croyez-moi, c'est pas le dernier film de ce top dont je vais évoquer la fin. Bien, avant d'entamer le top 3, je pense qu'il est grand temps, les amis, d'évoquer le sujet qui fâche. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une intervention. Il faut qu'on parle de Kaamelott. Il faut qu'on parle de Kaamelott, premier volet. Quelques mois, même quelques semaines avant la sortie, j'étais en mode, c'est con parce que je vais le voir et je sais d'avance qu'il va être numéro 1 de mon top 1. Putain, si j'avais su. Franchement, si j'avais fait un flop, il aurait été dedans. Quelle déception que ce Kaamelott, le film. Quelle déception. Certains sont peut-être encore un petit peu dans le déni, comme je l'ai été moi-même. En fait, j'ai vécu les mêmes phases avec Kaamelott premier volet qu'avec Star Wars 7. C'est-à-dire qu'en sortant du film, j'ai été tout euphorique en mode « Ah, je suis content, on a revu Perceval, on a revu Léo Dagan, on a revu plein de personnages, c'était chouette. » Et puis chaque pas qui m'éloignait de la salle me faisait me dire « Ah ouais, mais ça c'était pas ouf. Ah mais ça c'était pas cool. Ah ouais, mais ça c'était... Ah non, et puis il aurait pas pu, il aurait pas dû, etc. » Et à la fin, j'étais déçu. J'étais en mode, ah quand même, c'était pas ouf ce film. Parce que le film est pas ouf. J'ai évidemment plein de reproches à faire à Kaamelott, donc je vais essayer d'aller assez vite. Le premier reproche que je ferai à Alexandre Astier, c'est d'avoir repris pile poil là où on en était. Alors que 10 ans se sont écoulés dans la chronologie de la série. Et ça va pas du tout. On a laissé Arthur à Rome, reprenant du poil de la bête, s'entraînant à l'épée, et avec le superbe titre « Bientôt Arthur sera de nouveau un héros ». Comment on peut le retrouver 10 ans plus tard, esclave dans une colonie depuis 10 ans, et surtout, comment il peut ne pas avoir évolué? C'est-à-dire que quand on le reprend, il est toujours en mode non, mais je veux plus être roi, arrêtez de m'appeler sire, vraiment le bougon qu'on avait laissé en milieu de livre 5. Et ça, c'est le cas pour tous les persos. Je suis désolé, mais en 10 ans, un personnage, ça évolue. On peut pas le reprendre pile poil là où on avait laissé. Ce reproche-là, que je fais à Arthur, il vaut pour tous les autres persos. Parce que le truc, c'est que l'intégralité des personnages de Kaamelott ont évolué au contact d'Arthur. Guenièvre, au fur et à mesure des livres 4, 5, a perdu en naïveté, gagné en autonomie, gagné en force. Léo Dagan a gagné en conciliance, a gagné aussi en respect pour Arthur. Perceval et Caradoc, même s'ils sont toujours aussi bêtes et naïfs, on va dire, ont aussi évolué à leur manière, notamment la relation entre Perceval et Arthur. Il y a vraiment un lien presque paternel qui s'est créé. On ne peut décemment pas avoir laissé tout ça en plan et les reprendre au bout de 10 ans comme si c'était rien passé. Surtout avec une absence totale de mise en scène comme celle que nous a proposée Alexandre Astier. Parce que ça aussi, c'est le gros problème. Il y a une absence totale d'ampleur et d'ambition dans le film Kaamelott. Il y a une formule un petit peu qu'on s'échange entre potes qui est Kaamelott manque de cinéma. Il n'y a pas de sens de la cinématographie, il n'y a pas de sens du dramatique, il n'y a pas de... Il y a rien qui fait cinéma, il y a rien qui est ambitieux et surtout il n'y a pas d'émotion. Des scènes d'émotion, il y en avait plein dans Kaamelott et notamment dans le livre 5 quand Arthur replante l'épée avec je suis roi de Bretagne, j'ai pas de conseil à recevoir d'une clodo. Là, moi, il y avait mon cœur qui tremblait. J'étais en mode wow. Il y avait des scènes un peu tragiques, un petit peu solennelles. Vous ne me raccompagnez pas à Kaamelott. Cette scène, elle reste. Les monologues de Méléagan aussi, le monologue de Pierre Mondy. Bizarrement, il y a plus de cinéma dans Kaamelott livres 5 et 6 que dans Kaamelott premier volet. Kaamelott premier volet n'est qu'une succession de scènes, une succession d'apparitions de personnages. Astier a pas arrêté de dire en interview qu'il voulait pas spécialement faire plaisir aux fans. Je suis désolé, faire réapparaître plein de persos qui n'ont que quelques secondes d'image à l'écran. Si ça c'est pas vouloir faire plaisir aux fans, je sais pas ce que c'est. Voir apparaître la Dame du Lac et rien en faire. Pire encore, faire apparaître Urgan, l'homme goujon. Là, moi, il y avait mon cœur qui tremblait. J'étais en mode wow. Il y avait des scènes un peu tragiques, un petit peu solennelles. Vous ne me raccompagnez pas à Kaamelott. Cette scène, elle reste. Les monologues de Méléagan aussi, le monologue de Pierre Mondy. Bizarrement, il y a plus de cinéma dans Kaamelott dans Kaamelott premier volet que dans Kaamelott livres 5 et 6 que dans Kaamelott premier volet.
1 seconde, 2 secondes, il a quasiment pas de réplique. Mais qu'est-ce qu'il fiche là, celui-là? Ça, c'est une excellente question. On a fait un live sur Twitch au moment de la sortie du DVD. On a regardé, ou plutôt écouté ensemble, le commentaire audio de Kaamelott premier volet. Je vous invite à revoir le stream. Pour l'instant, il est dispo pour les abonnés Twitch, mais je le mettrai prochainement sur ma chaîne secondaire YouTube. Vous trouverez un lien dans la description une fois qu'il sera sorti. Ça a été une soirée assez réjouissante. Je vous cache pas qu'on a balancé pas mal de jolies punchlines. Donc ils savent pas faire, mais ils ont du matos. Hein? C'est ça qu'on doit installer. Je suis désolé, je vais dire un truc méchant. Ils ne savent pas faire, mais ils ont du matos. C'est Alexandre Astier avec une Alexa. Mais il y a eu un moment dans le live où on a revu une scène du livre 4 de Kaamelott. La scène où Arthur vient délivrer Guenièvre de Lancelot. On a comparé cette scène à la même scène dans Kaamelott premier volet. Et ben c'est mieux réalisé dans la série. Il y a plus d'idées, il y a plus d'intensité dans le livre 4, alors que c'est un bête champ contre champ, que dans le film. Le film, c'est un plan large, hyper mou, de 1 minute, absolument pas drôle. Je suis persuadé que Astier est persuadé que c'est drôle. Mais à titre personnel, ça me fait pas du tout rire. Hein. Astier d'ailleurs est persuadé que son film est un chef-d'œuvre. Je vous laisserai encore une fois revoir la soirée commentaire audio. En fait, ce qu'on s'est beaucoup dit en écoutant le commentaire audio en live, c'est que Astier a pas du tout mis le pognon là où il fallait. Il a mis le pognon dans le cachet de Christian Clavier et d'un certain nombre de guests, ça j'en doute pas. Et puis il a mis le pognon dans des lubies complètement idiotes. Genre, dans le commentaire audio, il se gargarise d'avoir tourné la scène d'intro dans le bateau, dans un vrai bateau. Qu'on pourrait dire, on a fait ça en studio, tout ça, on s'arrange le coup. Pas du tout, c'est la cale d'un bateau en mer d'Oman et les grincements qu'on entend. Et les lumières qui bougent là, c'est vraiment le tangage d'un vrai bateau et le vrai grincement du bois d'un vrai bateau. Je suis désolé, mais qu'est-ce que ça apporte de tourner dans un vrai bateau, à part se compliquer la vie, parce que c'est très compliqué de tourner en mer, et faire chier Guillaume Gallienne qui t'a expliqué qu'il avait le mal de mer. Sans déconner, dans le commentaire audio, il explique avec beaucoup de fierté que le scorpion qui attaque Clovis Cornillac, eh ben c'est un vrai scorpion qui était encore toxique. Et alors ce petit scorpion, réellement toxique en fait. Et ben c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait le gars me dit bon alors je te file un scorpion, il m'apprend à le manipuler, tout ça, donc voilà. Et au bout d'un moment il me dit si jamais il te pique, il faut que tu t'arrêtes de travailler pendant 6 heures. Je dis mais comment ça m'arrêter pendant 6 heures? Bah oui parce que t'auras la diarrhée, et tu vas vomir et tu vas avoir des hallucinations. Donc c'était pas vraiment un scorpion de cinéma comme on dit. Ah, on tourne dans un vrai bateau et le scorpion il est vraiment venimeux. T'es débile. Là on est sur de la crétinerie pure. Donc c'était ça la priorité de Kaamelott premier volet. C'était ça qu'il fallait faire avec la thune. Donc voilà, je suis chonchon, j'ai attendu 10 ans pour ça, je suis extrêmement déçu. Je l'ai revu un certain nombre de fois depuis que j'ai acheté le Blu-ray. Plus je le vois, moins je l'aime. Et pourtant, je suis vraiment un gros fan de Kaamelott. Hein. J'ai reproduit au plan près la fin du livre 6 avec une peluche de Pikachu. Longue histoire, pas le temps d'expliquer. Mais là, je suis désolé, le film est mal branlé. Le scénar n'a aucun sens, la construction, le film est mal construit. Les personnages se téléportent, ça manque d'intensité dramatique. Je suis désolé, mais Léo Dagan, comme je l'ai dit, il avait appris à apprécier et respecter Arthur. Là, ça fait 10 ans qu'il fait des potagers. Et il retrouve Arthur, c'est réglé, il n'y a aucune émotion dans les retrouvailles, c'est vraiment autour d'un repas. Eh ben, je suis bien content de vous revoir, mon cher Arthur. Et voilà, et toi, t'es en mode... C'est tout. Pareil pour Perceval. Oui, Perceval est ému en revoyant Arthur, il y a un petit truc. Mais Arthur, à peine remis sur pied et à peine remis en selle pour aller sauver Guenièvre, il recommence à parler mal à Perceval et Caradoc. À aucun moment il est content de les revoir, alors que on l'a vu dans la série, il y a eu une vraie relation paternelle qui s'est créée entre Arthur et Perceval. Tu peux pas juste les faire reprendre, voilà quoi. Ça manque d'émotion, ça manque de drame. Astier a dit en interview, à l'époque du livre 5, j'avais pas la pêche, j'allais mal et donc j'écrivais des choses tristes. Maintenant ça va mieux, j'ai envie d'écrire des choses gaies. Bah, je suis désolé, je vais pas jusqu'à te souhaiter de retomber en dépression, évidemment. Mais bah tu t'en sortais mieux quand t'écrivais des choses tristes. Parce que là, la scène du Robobrol... Oh là là, mais quel enfer, quelle torture la scène du Robobrol. Et puis bon, le combat final contre Lancelot, les scènes d'action de manière générale, bah c'est comme la chemise de Perceval. Hein. C'est mou. Bon voilà, je crois que j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire sur Kaamelott. Je vous avoue que j'ai un peu rongé mon frein ces derniers mois, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai été très déçu du film.
Et je pense que je suis pas tout seul. Passons dès à présent au top 3, quelque chose d'un peu plus joyeux, d'un peu plus rigolard, avec Bo Burnham, Inside. J'ai hésité à mettre Inside dans ce top film, et puis j'ai vu que d'autres collègues avaient eu moins de scrupules que moi, alors soit, mettons Bo Burnham, Inside. Alors Bo Burnham, c'est un humoriste avec un style bien particulier, qui fait des one-man shows vraiment très vivants et surtout très acides, très noirs, très jaunes. C'est un artiste qui a son univers, c'est un artiste qui a son ton, et du coup il a réalisé pour Netflix un spectacle sans public, Inside, qu'il a donc réalisé sur toute une année, en s'enfermant, en se confinant, dans un sens, dans un petit appartement. Et putain, qu'est-ce que c'est fort, Inside. C'est drôle, très clairement, hein, il y a des chansons FaceTime with my mom, White Woman Instagram, qui sont très réussies. C'est acide, c'est acerbe, c'est brillant. Puis il y a des moments et des chansons plus personnelles, plus intimes, et je sais toujours pas aujourd'hui si Bo Burnham a joué et interprété des moments de faiblesse, ou s'il a vraiment eu ces moments de faiblesse, ou s'il les a eus et qu'il les a ensuite réinterprétés. Mais il y a des moments très forts dans Inside. I am not well. Inside, c'est vraiment ce que le confinement a pu produire de mieux. C'est l'histoire d'un homme tout seul qui réalise et tourne tout seul, et vraiment, rien que pour ça, on peut applaudir la performance. Et au fur et à mesure qu'on voit sa barbe et ses cheveux pousser, on voit son état mental se dégrader, et on voit les thématiques du spectacle et les chansons se noircir un petit peu. Et on sort de Inside complètement soufflé. Sans parler évidemment du fait que les chansons sont toutes très réussies, et que quand on sort de Inside, on n'a qu'une seule envie, c'est de les réécouter en boucle. Si j'ai vu Inside 2 ou 3 fois en soi, j'ai écouté les chansons une bonne quinzaine de fois. Inside, c'est brillant. L'idée est brillante, la mise en place de l'idée est brillante, l'exécution est brillante, les chansons sont brillantes, c'est drôle et c'est triste. Voyez Inside. Numéro 2 de ce top, Le Peuple Loup. Oh, Le Peuple Loup. Putain, Le Peuple Loup. C'est magnifique, Le Peuple Loup. Le Peuple Loup, ça se passe en Irlande, à l'époque où les Anglais ont envahi l'Irlande, et ça raconte l'histoire d'une jeune fille de chasseur de loups, et elle-même chasseuse de loups, qui va rencontrer en forêt les loups et les humains qui vivent avec eux, les Wolf Walkers. Le terme est conservé en VF qui est d'ailleurs très réussi, n'hésitez pas à le voir en VF. Tu es un Wolf Walker? Oui, alors tu devrais me dire merci. Pourquoi? Parce que je t'ai sauvé la vie. Le Peuple Loup, c'est magnifique, à tous les niveaux. L'histoire, qui est tirée du folklore irlandais et qui en soi est plus proche du conte, est très touchante, évidemment. C'est brillamment raconté, c'est brillamment mis en image. Il y a des scènes assez touchantes, assez émouvantes, et j'ai eu la chance de le voir en salle, encore une fois, j'ai entendu des enfants assez tristes. Mais c'est surtout artistiquement que le film est magnifique. Le film est beau, putain. À l'époque de sa sortie, j'avais hurlé mon amour pour le conte de la princesse Kaguya et pour ses partis pris esthétiques. Le Peuple Loup s'en rapproche. Il y a beaucoup de jeux autour des décors, tantôt épurés et stylisés parce qu'au fond c'est pas ça qui compte le plus, tantôt magnifiquement détaillés pour nous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à voir. Il y a des idées dans la mise en image, genre la ville, c'est des formes quasiment géométriques, là où la forêt regorge de boucles, de cercles et de formes excentriques. L'animation est superbe, on joue avec le chara-design des personnages, les loups, les cheveux de Maeve, enfin bref, c'est... Oh là là, je sais même pas par où commencer. Tout est magnifique dans le film. Les moments où les personnages perçoivent un petit peu comme des loups, avec des formes et des lignes lumineuses qui apparaissent et disparaissent, ça aussi c'est magnifique, putain. Ça fait toujours plaisir de rappeler que l'animation traditionnelle a encore son mot à dire, a encore sa place, peut toujours innover et peut toujours nous proposer des histoires belles et nous les raconter de manière magnifique. J'ai beaucoup aimé le voir en salle, et d'ailleurs c'était assez marrant parce que j'ai vraiment entendu le public d'enfants être captivé par l'histoire, et à la sortie du film, il y avait des enfants qui hurlaient comme des loups, qui faisaient « Aouh !»
Là, tu sens que le film, il a une force évocatrice qui va toucher tous les publics. Les enfants ont aimé l'histoire, les enfants ont aimé ce qu'elle racontait. Les adultes aussi aimeront ce que l'histoire a à raconter sur le respect de la nature et indirectement aussi sur ce que les Anglais ont fait aux Irlandais, mais aussi le côté somptueux et grandiose du film dans son graphisme, dans son animation, dans ses partis pris esthétiques et ses choix. Waouh quoi. On parlait tout à l'heure des films popcorn, des films pas prise de tête où on débranche son cerveau et où je rappelais que c'était bien d'être exigeant. C'est aussi le cas avec les films d'animation, les films dits pour enfants. On doit encore être exigeant et plutôt que de les amener voir La Patte Patrouille ou Run des Blocs, il faut proposer à ses enfants de voir Le Peuple Loup. Des films comme Le Peuple Loup. Je suis sûr qu'il y en a eu d'autres que je passais à côté. Le Peuple Loup a longtemps été premier de ce top, mais le numéro 1 s'est imposé à peine sorti de la salle. Et ce numéro 1, c'est Don't Look Up. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai. Ça peut pas arriver. Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment arriver. J'ai eu la chance de voir Don't Look Up en salle, à Lyon, à l'Institut Lumière. Il y avait un festival Netflix, il diffusait pas mal de films Netflix en salle, et la dernière séance, c'était Don't Look Up en avant-première avec 2 semaines d'avance. Et je suis sorti de la séance estomaqué, abasourdi, et j'étouffais, j'avais le souffle coupé. Je suis désolé, je sors du film, je suis en mode ah, j'ai envie de hurler aussi fort que je peux. Bon là en ce moment j'ai mal à la gorge, donc ce sera pas aussi fort que je peux. Mais waouh, qu'est-ce que je viens de regarder. Voilà, je suis en train de faire une Durandal là, avec ma larme qui coule. Mais c'est quand même très fort ce que j'ai vécu en sortant de la salle. Évidemment, j'ai envie d'avoir des réactions extravagantes, j'ai envie d'en faire des caisses, j'ai envie de faire des wow, best film ever, mais en réalité, ce film, il m'a juste estomaqué à la fin du film, j'avais le souffle coupé. Don't Look Up, c'est donc le dernier film de Adam McKay, dont j'avais mis le film précédent Vice au sommet de mon top l'année de sa sortie. Ça raconte l'histoire de 2 astronomes qui découvrent qu'une météorite va s'abattre sur la Terre dans 6 mois, qui essayent de mobiliser les hommes politiques, les médias et un petit peu tout le monde sur ce sujet, sauf que tout le monde s'en bat les couilles. Cette comète fait quelle taille environ? Elle pourrait détruire la maison de mon ex-femme, c'est possible? Il y a 100% de chance qu'on crève tous. Je suis désolée. Kate. Kate. Ok. L'astronome canon, on le réinvite quand il veut, mais celle qui nous hurle dessus, c'est moins sûr. C'est moins sûr. Pourquoi Don't Look Up est numéro 1? Pourquoi Don't Look Up m'a terrassé? Pourquoi Don't Look Up m'a secoué? Pourquoi Don't Look Up m'a, en somme, fait du mal? Don't Look Up m'a fait beaucoup de bien et beaucoup de mal. Alors évidemment, le casting est formidable, le film est drôle, c'est des choses que vous avez sans doute déjà lues sur Twitter, parce que le film a pas mal fait parler de lui sur Twitter. La mise en scène de Adam McKay est toujours aussi savoureuse, il a un sens du montage toujours assez plaisant. Timing comique, tout ça, c'est vraiment quelqu'un qui sait y faire. Il y a d'excellents gags, et notamment des running gags. Celui sur le général de l'armée, je vous en dis pas plus, me fait beaucoup rire. Et en même temps, le film m'a fait beaucoup de mal. Et pour en parler, il va falloir que je spoil le film. Alors le film est sur Netflix, il a été numéro 1 la première semaine de sa diffusion, donc j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Mais si vous ne l'avez pas vu et que vous avez un abonnement Netflix, bah allez le voir et revenez. Mais si vous ne l'avez pas vu, vraiment barrez-vous parce que en fait, c'est aussi de la fin du film dont je veux parler. Parce que la fin du film est terriblement sombre et noire. On va tous crever et on n'y peut rien. C'est terrible parce que on voit les trucs s'organiser, on voit les trucs échouer, et on voit cette espèce d'Elon Musk, entre Elon Musk et Jeff Bezos et Steve Jobs, s'il était encore parmi nous. On a envie que ça échoue. Évidemment qu'on a envie que ça échoue. Parce que si le film faisait gagner cette équipe-là, ce serait terrible. Et en même temps, évidemment, on a envie que l'humanité survive. Et la fin du film est tellement noire. Cette fin du film, où on se cramponne à son siège, dans la salle, tout le monde avait le souffle court. On a envie de les voir crever, et en même temps, on n'a pas envie de les voir crever. C'est terrible. Oh là là. Oh là là, ce film. Don't Look Up en soi est un film catastrophe, et c'est le film catastrophe le plus terrifiant que j'ai pu voir, parce qu'il est horriblement et diablement réaliste. Plusieurs fois dans la salle, le public riait, et moi, le rire était coincé là.
Je trouvais la situation drôle et en même temps je n'arrivais pas à rire. Parce que, putain... Oui, ce serait drôle si c'était pas si vrai. La scène où Jennifer Lawrence est traitée d'hystérique quand elle explique au monde qu'ils vont tous crever. Est-ce qu'elle est tout le temps comme ça? Je l'ai vexée? On dirait. Et toute la séquence après où on voit les mèmes qui ont été fabriqués sur sa gueule, bah c'est Greta Thunberg quoi. C'est totalement Greta Thunberg. All you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. Je pense qu'elle est hystérique et je pense qu'elle hystérise le débat. C'est d'ailleurs dit quasi explicitement dans le film avec cette scène où la présidente dit oui, bon ben, oui, vous dites qu'il y a une météorite, mais bon, on nous a tellement de fois prédit la fin du monde et on a tellement rien branlé. Bah oui, c'est ça le problème, c'est qu'on branle rien. Il faut des mesures absolument urgentes, y compris en cas d'un échec du multilatéralisme. Super, on ne peut pas attendre. Venu, hein. Je suis désolée, mais les conséquences sont déjà là. Les conséquences du réchauffement climatique sont déjà là, y compris, avant c'était au Bangladesh, on n'en voyait pas les conséquences. Alors, l'astronome Canon, on le réinvite quand il veut, mais celle qui nous hurle dessus, c'est moins sûr. C'est moins sûr. Madame Adnouvian, s'il vous plaît, c'est la première fois que vous venez. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez. Ce que vous dites est parfaitement ridicule et désagréable pour ceux qui vous reçoivent, madame. Donc je ne vous connaissais pas, je vous trouve très ridicule. Cela dit, certaines personnes ont qualifié le film de « ça fait réfléchir le film ». Je trouve le film beaucoup plus malin que ça et surtout je trouve pas le film moralisateur. En fait, je trouve le film, et c'est pour ça qu'il m'a secoué, je trouve le film fataliste. Le film ne nous montre pas de porte de sortie. Le film ne nous dit pas améliorer la situation ou sinon. Le film nous explique juste froidement ce qui va se passer. Et encore une fois, c'est très drôle, mais en même temps, c'est très triste. Après voilà, encore une fois, c'est un miroir qu'on nous tend et on n'aime pas forcément le reflet qu'on y voit. Et je pense que c'est aussi pour ça que la critique américaine très mitigé et divisé sur le film. Personnellement, moi, et peut-être vous vous dites que j'en faites des caisses parce que vous-même vous l'avez vu et vous n'y avez vu qu'une comédie. Je l'ai revu avec ma mère qui m'a dit « Oui, c'est sympa, mais enfin, quand même, c'est qu'une comédie. » Ben moi, je suis sorti du film traumatisé parce que c'est un film catastrophe très réaliste et c'est pour ça qu'il est terrifiant. Il y a beaucoup de bonnes vannes, mais toutes les vannes, en fait, tu ris aigre. T'es en mode... Ah, je m'en veux de rire. Tellement tragique que j'ai pas envie de rire. Mon rire, il est bloqué là. Mon rire, il est bloqué dans la trachée. Et je suis vraiment en mode, mais quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Je suis désespéré. Ce film est désespérant, ce film est traumatisant. Traumatisant, c'est le mot qui me vient. Je trouve Don't Look Up traumatisant. Alors on a beaucoup parlé du casting 3 étoiles. Oui, le casting est très bien, les acteurs sont tous très bons, DiCaprio est formidable. Et je suis tellement content que ce soit Viteka qui le double en VF. C'est le genre de personnage et le genre de rôle qui lui va comme un gant. Je l'ai revu en VF, j'ai adoré. Voyez-le en VF si vous avez l'occasion. Simplement faites gaffe, je crois qu'il y a des problèmes d'écho sur une des pistes VF du film sur Netflix. Bon, je sais pas trop, vous renseignerez. Mais sinon, évidemment, tous les acteurs sont bons avec donc mention spéciale pour l'acteur dont le nom m'échappe, qui fait l'espèce de simili Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, qui est absolument détestable et donc génial. Pareil pour Meryl Streep. Enfin, voilà, Meryl Streep, quoi. Mais sinon, waouh, le film m'a laissé essoufflé, quoi. Le film est incroyable. Le film est incroyable. Là, j'ai envie de mettre du 10, je vais sans doute mettre que du 9, et il va falloir laisser le temps d'encaisser le film. Mais ouais, là, je le mets devant Le Peuple Loup. Même si Le Peuple Loup est magnifique, mais je le mets devant Le Peuple Loup, là, pour l'instant. Mais j'en suis encore terrassé, c'est fou. Pour conclure, je dirais simplement que c'est bien la première fois que l'intégralité des films de mon top 11 sont disponibles en HD sur des sites de piratage. Clairement, ces 2 années de Covid ont complètement brouillé et redistribué les cartes de la distribution au cinéma. On a vu des films qui étaient diffusés au cinéma en France, mais comme ils étaient sur des plateformes dans d'autres pays et qu'il y avait la piste VF dans les autres pays, en fait la piste VF et le film en HD s'est retrouvé sur des sites illégaux, etc. Alors on va pas empêcher les gens qui piratent de pirater, c'est peine perdue. Et quitte à pirater, je suis ravi que les gens qui piratent
et désormais des copies HD 1080p plutôt que des camarades dégueux. Mais je voudrais quand même terminer ce top en vous rappelant qu'il faut aller en salle. La salle de cinéma, c'est quand même autre chose. C'est quand même une autre expérience. C'est le son, c'est l'image, c'est la communion. Je me suis moqué un petit peu de Spider-Man No Way Home au cours de ce top. Et même si je reconnais que je détesterais vivre une séance comme ça, bah force est de constater qu'il a ramené des gens en salle, des gens qui voulaient communier devant le retour, spoiler, des 3 Spider-Man. Des gens qui se sont affolés, qui ont hurlé, crié, pleuré devant certaines scènes clés du film. Alors voilà, moi, encore une fois, ça me casserait les couilles de voir un film comme ça, mais ça rappelle aussi que le cinéma, c'est un moment de communion. Après, une communion, ça peut prendre différentes formes, hein, comme je l'ai dit, à Don't Look Up, les gens retenaient leur souffle. Mais vraiment, aller en salle, c'est le meilleur moyen de faire vivre le cinéma, de faire vivre l'industrie du cinéma, et de faire vivre la mémoire du cinéma. Parce que les multiples plateformes, non seulement elles ne communiquent que de manière très floue sur le succès de leurs différentes productions, mais en plus de ça, une production Netflix, une production Amazon, etc., on en parle le temps de sa sortie. Et c'est ce qui me désespère le plus avec Don't Look Up, c'est que on va en parler la semaine qui vient, les 2 prochaines semaines, allez, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis il va être chassé par la production suivante. Parce que Netflix, ils font du flux. Alors oui, des fois, il y a des prix, alors oui, des fois, il y a Cannes et tout, mais par exemple, aujourd'hui, plus personne ne parle de Buster Scruggs. Plus personne ne parle de I Just Want to End Things. Même plus personne ne parle de Manque ou des sets de Chicago. Ils ont fait parler d'eux au moment de leur sortie et tout, et puis, plus rien. Et j'ai vraiment très peur que ce soit le destin de Don't Look Up, alors que clairement, ils méritent mieux que ça. Clairement, Don't Look Up méritait une sortie en salle. Ils en ont eu une en Belgique et c'est trop cool. Je crois qu'il y a eu quelques sorties événementielles aux États-Unis aussi. Et il faut voir les films en salle, vraiment. Alors d'aucuns vont me dire que c'est un budget, ouais, 10 €, 15 €, 20 en comptant le popcorn. Alors bon, déjà, personne ne vous oblige à acheter du popcorn. Et puis prendre un abonnement, c'est entre 20 et 25 €. Très sincèrement, si vous avez un abonnement Netflix, Amazon, Disney+, bah ça vous coûte plus cher ça, hein. Donc vraiment, n'hésitez pas à retourner en salle tant qu'elles sont ouvertes. C'est le meilleur moyen, selon moi. Merde, j'ai encore dit selon moi. C'est le meilleur moyen de vivre et de faire vivre le cinéma. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça fait 2h45 que je tourne. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo au final, mais sans doute beaucoup trop longtemps. Alors pour parler un petit peu rapidement de la chaîne, parce que j'ai pas voulu refaire une vidéo de rentrée où je raconte un petit peu tout, etc. Est-ce que cette première année d'autonomie et de tentative de vivre de YouTube a été une réussite? Oui. Je vis de YouTube. Yes. Alors j'en vis pas confortablement, hein. Pour preuve, je vis toujours dans cet appart d'étudiant depuis 7 ans, et je fais toujours des vidéos sur ce canapé bleu depuis maintenant 8 ans, mais ça va, j'en vis, ou plutôt j'en vivote, et donc on va continuer l'année à venir. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, c'est la dernière vidéo qu'on tourne sur ce canapé bleu. Dans mes cadeaux de Noël, il y avait notamment une cagnotte pour acheter un nouveau canapé, donc c'est la dernière fois que vous le voyez. Il va me manquer un petit peu. Je m'en irai tourner dans le canapé bleu. Des vlogs et des critiques, j'y tourne ce que je veux. Mais bref, j'ai réussi à vivre de YouTube cette année, et donc du coup, bah on continue l'année prochaine. Alors je vais pas faire une liste comme l'année dernière des projets à venir, parce que de toute évidence je ne respecte pas ce genre de liste. J'annonce des trucs en étant persuadé que je vais réussir à les sortir, comme le docu Évangélion, le read-up menu et les interviews. Et puis au final, non. Et pourtant, croyez-moi, je travaille dur, je travaille énormément. Simplement, il y a d'autres priorités, d'autres projets qui se lancent, etc. On a envie de se lancer dans d'autres choses, on a d'autres activités, on a des projets qu'on imaginait petits qui finissent par devenir gros, genre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le doublage. J'imaginais vraiment que ça me prendrait 2 jours, ça m'a pris 3 semaines. Donc je vous annonce pas qu'est-ce qui va sortir cette année, sachez simplement que bah il y a des projets qui sont toujours en préparation et que j'espère sortir le plus tôt possible. Voilà, je vous donne rendez-vous dans les semaines à venir pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de rester abonné, n'oubliez pas de soutenir sur Tipeee, vous avez comme d'habitude plein de contreparties très chouettes. Je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!